Bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de données numériques, de portabilité des données, qui est un concept un peu nouveau qui s'intéresse au rapport qu'ont les utilisateurs envers les données dont ils sont les sujets. On va revoir tout ça. Je voudrais d'abord commencer par une petite mise en contexte. Et ce que j'ai appris à faire depuis quelques mois, quand on m'invite à parler de numérique, je commence par vous proposer de dissiper quelques malentendus sur ce qu'est le numérique. On est un peu prisonnier, surtout en France, où on aime beaucoup l'ingénierie et la technologie, d'une vision du numérique à l'ancienne, en fait, qui nous empêche de voir à la fois ses potentialités et parfois ses menaces. Le numérique à l'ancienne, c'est, à mon sens, trois principaux malentendus. Le premier malentendu, c'est de voir le numérique comme un facteur d'automatisation des chaînes de production. On a tous en tête ces images, des robots qui remplacent les humains sur les chaînes d'assemblage dans notre industrie automobile. Et on voit le numérique avec la thématique de la robotique qui monte beaucoup ces temps-ci comme un facteur de substitution progressive de la machine à l'homme dans l'ensemble des fonctions qui font l'économie et qui font les chaînes de production. Donc ça, c'est un malentendu, le numérique comme substitut aux humains pour assembler plus vite et produire avec une productivité accrue. Deuxième malentendu, c'est le numérique comme outil de commande de la chaîne de production. Il y a beaucoup de littérature dans les années 80 qui s'intéresse aux technologies de l'information et de la communication et qui voit initialement le numérique comme un facteur d'hypercentralisation des organisations. On est à l'époque, souvenez-vous, dans les années 80, dans une époque où il y a des fusions-acquisitions, les entreprises deviennent de plus en plus grandes et on commence à se demander si le patron tout en haut peut toujours piloter cette organisation devenue immense. Et on pense que le numérique, en irriguant toute l'organisation, va permettre de progressivement faire remonter de plus en plus de décisions au sommet et donc d'intensifier la taylorisation de l'économie. On a vu ensuite que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pourquoi c'est le deuxième malentendu. Et le troisième malentendu, c'est celui-ci, c'est le numérique. Et ça, c'est plus récent. On a vu, vous connaissez toutes les discussions sur les big data. Et c'est des discussions qui ont été, en tout cas un temps, et je trouve encore un peu aujourd'hui, dominées par les enjeux de la visualisation. Les gens nous disent, les big data, voilà, il y a tellement de données, on va pouvoir faire des courbes, mettre des jolies couleurs, voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et tout ça, ça va être mis devant le nez des décideurs. Donc ici, vous avez Kevin Spacey dans un très beau film sur la finance qui s'appelle Margin Call. Et dans Margin Call, on est dans ces salles de trading où chaque trader a 3 ou 4 écrans devant lui et qui lui permet de suivre en temps réel tout ce qui se passe sur tous les marchés mondiaux. Et le numérique, bien sûr, ça fait remonter l'information, mais là n'est pas l'essentiel, c'est pour moi un troisième malentendu. Alors tous ces malentendus, pourquoi? Parce que ça c'était le numérique à l'ancienne, il y a un nouveau numérique. Un numérique dont on commence à comprendre les effets industriels aujourd'hui. Et le premier de ces effets industriels, c'est avec la montée en puissance de l'open source, qui est un logiciel beaucoup moins cher et de bien meilleure qualité qu'auparavant, l'open source et puis aussi de plus en plus le cloud computing, c'est-à-dire des ressources logicielles qui sont disponibles sur étagère sans avoir besoin de les héberger, du code qu'on peut exécuter à distance. Et bien ça, l'open source et le cloud, ça abaisse les barrières à l'entrée sur les différents marchés de l'économie. C'est-à-dire jusqu'ici, ces marchés étaient réservés à des entreprises en place, qui étaient des grandes entreprises, qui étaient dans des positions dominantes. De plus en plus, ce à quoi on assiste, c'est que grâce au numérique, des plus petites entreprises, des nouveaux entrants viennent s'attaquer aux positions dominantes des grandes entreprises parce que le numérique leur a donné la souplesse, l'agilité et la productivité nécessaires pour venir contester ces positions dominantes. Donc ça, c'est vrai pour les entreprises. En abaissant les barrières à l'entrée, le numérique met les grandes entreprises en danger de voir leur position contestée par les plus petites entreprises. Mais le numérique ne concerne pas seulement les entreprises, il concerne aussi et avant tout les individus. Et donc ça, c'est le principal message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et vous verrez que la portabilité des données se raccroche à ça, c'est que le numérique n'est pas réservé aux entreprises et aux organisations en général, aux administrations par exemple. Nous sommes, nous aussi, de plus en plus créatifs, éduqués. Nous sommes aussi équipés de plus en plus de terminaux. Nous n'avons plus un ordinateur au bureau et peut-être un à la maison. Nous avons chacun un ou deux ordinateurs, un fixe et un portable. Nous avons aussi un ou deux smartphones qui sont des ordinateurs, même avec des interfaces plus rudimentaires. Et puis de plus en plus, nous emportons dans nos poches, dans nos manches, à nos poignets, des objets connectés. C'est-à-dire que nous sommes équipés d'une puissance de calcul phénoménale. Et cette puissance de calcul, nous ne l'utilisons pas dans une bulle, isolée les uns des autres, mais tous ensemble en utilisant les mêmes applications
parfois jusqu'en étant des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde qui utilisent les mêmes applications. Et cette puissance mutualisée à l'échelle d'une communauté d'utilisateurs, eh bien, ça représente fondamentalement le principal bouleversement de l'économie par le numérique, c'est la puissance des individus. Alors, si on s'intéresse maintenant, rappelez-vous, on était dans une usine d'assemblage tout à l'heure, si on revient dans l'usine d'assemblage et qu'on réfléchit à la chaîne de valeur, vous avez ici une citation que je trouve assez éclairante d'une conférencière qui s'appelle Nilofer Merchant, qui explique que voilà, jusqu'ici, le monde de l'entreprise considérait un peu trop les individus comme des consommateurs passifs qu'on parquait à l'extrémité de la chaîne de valeur. En gros, la chaîne de valeur, c'était assez simple. Vous aviez des labos qui faisaient de la R&D. Puis une fois que la R&D aboutissait à un résultat de R&D, on envoyait ça sur une chaîne de production. On faisait une pré-série, puis des séries. Puis les séries longues étaient distribuées à travers un canal de différents canaux de distribution, des plateformes logistiques, jusqu'aux consommateurs finaux qui étaient dans une situation de relative passivité, c'est-à-dire ils accueillaient des produits finis, puis ils les utilisaient jusqu'à épuisement du produit. Ce à quoi on assiste maintenant que les individus sont puissants, et parfois beaucoup plus puissants que les organisations, puisqu'ils sont très nombreux, et connectés et synchronisés par les applications, eh bien c'est que les individus remontent la chaîne de valeur. C'est un peu comme si nous refusions de plus en plus d'être parqués à l'extrémité du circuit de distribution, et que nous remontions le circuit de distribution pour rentrer dans l'usine, et même rentrer dans les labos de R&D, et dans l'usine, dans les labos de R&D, occuper différents postes et nous mettre à co-créer la valeur avec les agents des organisations, les ingénieurs, les designers, les commerciaux, les chercheurs, bref, tout cela qui auparavant avaient le monopole de la création de valeur, désormais doivent partager cette création de valeur avec les utilisateurs qui remontent la chaîne de valeur. Donc tout ça, c'est une réalité maintenant assez bien comprise depuis à peu près une quinzaine d'années. Plein de gens ont travaillé là-dessus et se sont dit, voilà, il se passe quelque chose, le numérique est en train de nous révéler quelque chose qui existait auparavant à toute petite échelle, mais qui est en train de prendre une ampleur considérable et de profondément transformer la vision que nous avons des chaînes de valeur. Ici, vous avez un petit nuage de mots qui vous montre un peu toutes les expressions qui ont été forgées par les uns et les autres pour désigner cette nouvelle réalité, la réalité d'une valeur qui n'est pas, dont les organisations n'ont pas le monopole de la création, mais la création de valeur est de plus en plus partagée entre les organisations et les individus qui utilisent des applications numériques. Alors, c'est à peu près classé chronologiquement avec les différentes grandes vagues de réflexion qui cherchent à aboutir à une notion, un concept. On essaie de poser un concept sur cette réalité nouvelle. Donc au début, vous avez les premiers à réfléchir à ça, ce sont les économistes de l'innovation et les économistes du management. Vous voyez qu'ils forgent les notions de co-création, d'innovation ouverte ou de consommateur innovateur. Ensuite, vous avez quelque chose qui frappe beaucoup les observateurs et les penseurs et les entrepreneurs, c'est la montée en puissance de Wikipédia. Wikipédia qui évince les grandes encyclopédies prestigieuses du passé et qui les dépasse en volume et en disponibilité de contenu encyclopédique dans des langues dans lesquelles jusqu'ici aucune encyclopédie n'existait. Donc Wikipédia a beaucoup frappé et beaucoup impressionné et inspirés par Wikipédia, des gens ont forgé ces concepts de sagesse des foules, de crowdsourcing, de collaboration de masse, d'UGC, User Generated Content. Voilà, et tout ça converge progressivement au milieu des années 2000 vers un terme qui est le Web 2.0, qu'on l'on doit à Tim O'Reilly, qui a de toute évidence le terme qui est le plus synthétique sur cette nouvelle réalité. Mais après, dans la foulée de O'Reilly, ou parfois même contre lui, un certain nombre d'universitaires commencent à chercher des concepts un peu d'ensemble pour synthétiser un peu cette situation nouvelle. Et là, on commence à parler de coproduction, d'économie contributive, de wikinomie, de capitalisme distribué. Et vous avez même tout un courant critique, là on est tout en bas, qui est plus récent et qui commence à dénoncer le fait que nous, utilisateurs d'applications, nous sommes mis au travail par les organisations dont nous utilisons les applications, et mis au travail, nous sommes en fait exploités. Donc c'est une approche très marxiste qui dénonce, vous voyez, la mise au travail totale, le pronétariat, le travail immatériel qui n'est pas forcément rémunéré en monnaie, et puis le labeur numérique, qui est la traduction française du digital labor, qui est un courant de pensée récemment apparu à New York. Donc ça, c'est tous les termes qui coexistent, qui se font concurrence pour désigner en même temps une même réalité
qui peut s'analyser dans des termes microéconomiques d'une façon assez simple. Donc ici, vous avez à gauche Ronald Coase, qui est un grand économiste britannique, très célèbre, toujours vivant, mais qui a reçu le prix Nobel dans les années 90, le prix Nobel d'économie, pour un article qu'il avait écrit en 1931 qui s'appelait La théorie de la firme. Et dans la théorie de la firme, Coase discutait la raison de l'existence même des organisations. Il se disait, si le marché est toujours efficient pour mettre en relation deux individus, si la meilleure solution pour mettre en relation deux individus, c'est le marché, que les individus contractent librement sur le marché, alors pourquoi existe-t-il des entreprises? Pourquoi on a inventé cette façon de déroger à la libre contractualisation sur le marché, qui est le rapport de subordination qui s'instaure entre le chef d'une entreprise et ses salariés? Eh bien, il dit, c'est parce qu'en fait, le marché n'est pas si efficient que ça. Quand on veut contracter sur le marché, on se heurte à des coûts très importants qu'on appelle les coûts de transaction. Quand vous êtes une entreprise, vous cherchez un fournisseur, il faut trouver les fournisseurs potentiels, sélectionner parmi ceux qui vous font des offres celui qui est le moins cher ou le mieux disant, ensuite établir pour lui un cahier des charges, s'assurer qu'il exécute bien le cahier des charges, faire une recette, bref, tout ça, ça représente des coûts phénoménaux et parfois il est beaucoup plus simple de recruter des gens, de les installer dans le bureau d'à côté et de les surveiller toute la journée et de les rémunérer en contrepartie d'une rémunération forfaitaire qu'on appelle le salaire. Et donc c'est ça la théorie de la firme, c'est les conditions dans lesquelles un entrepreneur qui a quelque chose à faire arbitre entre soit il confie cette tâche à une autre entreprise qui est son fournisseur, son sous-traitant, soit il recrute des salariés pour le faire dans sa propre entreprise. Et en fait, ce que crée le numérique dans le contexte et suivant les lignes que j'ai esquissées jusqu'avant, c'est que ça crée en fait une troisième branche à l'alternative de Coase. Aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez quelque chose à faire, vous avez plus seulement deux possibilités, comme par le passé, vous pouvez toujours sous-traiter ce que vous avez à faire à une autre entreprise, ou bien recruter des salariés pour le faire dans votre propre entreprise, mais vous avez en fait une troisième possibilité, et c'est ça qu'illustre pour nous les grandes entreprises de l'économie numérique. La troisième possibilité consiste à designer une application qui va être tellement stimulante, ludique, attirante, utile, fluide et rassurante que des milliers, des dizaines de milliers, des dizaines de millions et des centaines de millions d'utilisateurs vont se précipiter pour utiliser votre application et en utilisant votre application vont faire le travail pour vous, vont accomplir un certain nombre de tâches de façon désintéressée, mais une tâche qui néanmoins pour vous aura de la valeur et que vous pourrez monétiser soit auprès de ces utilisateurs-là, soit sur un autre versant de votre modèle d'affaires si vous êtes en modèle biface ou multiface. Donc, dans cette économie-là, où les utilisateurs, parce qu'ils sont équipés, connectés, devenus puissants grâce au numérique, travaillent, eh bien, l'enjeu pour les entreprises, c'est de capter l'effort de travail ou l'activité spontanée des individus et d'en faire levier pour l'incorporer à la création de valeur par l'entreprise. Dans cette économie-là, il y a une bataille très importante qui se joue autour du lien privilégié qu'on va nouer avec des utilisateurs. L'entreprise qui l'emporte dans la conquête de la ressource rare qu'est l'activité spontanée des utilisateurs, c'est celle qui réussit à nouer avec ses utilisateurs le lien le plus fort, qui réussit à faire alliance avec ce que Henri Verdier et moi, dans un ouvrage paru il y a à peu près un an, nous avons appelé la multitude. L'alliance avec la multitude, c'est un actif stratégique, industriel aujourd'hui dans l'économie devenue numérique. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif stratégique, c'est évidemment quand vous commencez à séduire des utilisateurs, quand ils commencent à arriver par milliers, par millions, il faut tenir la charge. Tous ceux d'entre vous qui connaissent l'architecture logicielle savent que c'est facile de faire une jolie appli, mais c'est très difficile de tenir la charge quand beaucoup de gens se mettent à l'utiliser en même temps. Il y a des enjeux de passage à l'échelle, et donc là, il y a certaines entreprises qui réussissent très bien le premier objectif, attirer des utilisateurs avec une application réussie, mais qui se plantent complètement quand il s'agit de tenir la charge et de préserver les performances d'une application qui est utilisée par des millions ou des dizaines de millions d'utilisateurs. Et donc là, on est sur des échelles d'investissement qui sont comparables aux plus grands chantiers qu'on puisse imaginer, les grands barrages ou les grands porte-avions. C'est la même chose quand il s'agit, et ici vous voyez les utilisateurs de Facebook qui sont maintenant plus d'1 milliard, quand il s'agit de permettre à 1 milliard d'individus d'utiliser en temps réel une application à forte intensité d'activité comme Facebook, où il se passe des choses en permanence, où l'action d'un utilisateur en Amérique du Nord va avoir un effet par une notification instantanée sur l'interface d'un autre utilisateur qui peut être en Europe. Tout ça, c'est géré
Facebook tient la charge et donc non seulement a réussi à nouer un lien privilégié avec ses utilisateurs, mais en plus à leur garantir une qualité de service, même aux très grandes échelles dont on parle ici. Alors voilà, donc dans cette bataille, ici vous avez une illustration qui est un détournement de Game of Thrones et de la bataille entre pour la conquête des 7 royaumes. Ici, vous n'en avez que 4, en fait, qui sont les grandes entreprises américaines qui dominent cette économie numérique où l'essentiel est de faire alliance avec des centaines de millions d'utilisateurs et de faire levier de leur activité. Donc vous avez Apple, vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Amazon. Ces entreprises ne sont pas des entreprises qui opèrent un service sur un marché, ce sont des entreprises qui opèrent des écosystèmes entiers où vous avez du matériel, du logiciel, des applications, des systèmes d'exploitation, du cloud, tout un tas de choses. Et tout ça fait écosystème. Et les écosystèmes, en fait, se positionnent en permanence les uns par rapport aux autres parce qu'ils essaient de se protéger ce qui est leur principal actif, c'est le lien privilégié avec leurs utilisateurs et ils ne laissent aucune autre entreprise venir s'immiscer entre eux et leurs utilisateurs. C'est ça, les batailles industrielles, ou la stratégie industrielle plus exactement, à l'âge de la multitude. Et ceux qui réussissent à faire cette alliance avec la multitude sur un marché donné, eh bien, ils prennent le contrôle de la chaîne de valeur. Et ça, c'est quelque chose auquel on a déjà assisté dans les marchés, dans les secteurs économiques qui ont été profondément transformés par l'économie numérique. Les premiers secteurs, c'était la publicité, les médias, les industries de contenu, la musique, la télévision, bientôt l'édition. Mais c'est en train d'arriver tout ça dans tous les autres secteurs. On est à un stade plus ou moins avancé, suivant la facilité à pénétrer ce secteur par le numérique et à y faire rentrer les utilisateurs et leur activité spontanée. Mais pour vous montrer les effets que ça a en termes de redistribution de valeur, vous avez ici un graphique qui montre ce qui s'est passé dans l'un des secteurs dont la transformation est maintenant quasiment achevée. C'est celui de la presse. Donc vous avez en bleu les recettes publicitaires des journaux, des quotidiens et magazines américains sur à peu près 10 ans, depuis 2004 jusqu'à nos jours. Vous voyez que ça diminue constamment chaque année, de 2004 jusqu'à 2012. Et puis en rouge, vous avez les recettes publicitaires de Google dans le monde entier. Donc ce n'est pas tout à fait homogène, mais vous voyez bien l'idée, c'est qu'à mesure que les recettes publicitaires des journaux diminuent, parce que les journaux sont trop en amont dans la chaîne de valeur, trop éloignés de leurs lecteurs, incapables de nouer une alliance avec eux qui va permettre de faire levier de leur activité. Celui qui noue une alliance avec les lecteurs des journaux en ligne, c'est Google, et ça se voit sur sa capacité, parce qu'étant au plus près de l'utilisateur, il sait capter l'essentiel de la marge, et on assiste à ce transfert de marge du bleu, les entreprises d'hier, celles qui n'arrivent pas à faire alliance avec la multitude, vers le rouge, celles qui enrôlent les utilisateurs et qui les mettent au travail pour progresser en termes de qualité de service et de productivité et de création de valeur d'une manière générale. Alors, dans cette économie où l'important c'est de s'allier avec la multitude, il y a un enjeu considérable d'alignement. La multitude, c'est un interlocuteur particulièrement sensible. Les individus, quand ils sont rassemblés, ils possèdent une sorte d'intelligence collective qui leur permet de ne pas être dupes de ce que leur racontent les entreprises et des services qu'elles leur proposent et des prix qu'elles pratiquent. Donc il y a un enjeu très important dans cette économie où l'important c'est de faire alliance avec la multitude, c'est celui de l'alignement parfait entre ce qu'on dit aux actionnaires, ce qu'on dit aux salariés, et ce qu'on dit aux clients et ce qu'on dit aux utilisateurs. Et parfois les quatre sont vraiment quatre ensembles complètement différents, mais il n'est plus possible dans l'économie d'aujourd'hui de tenir un discours différent ou de se désaligner vis-à-vis de ces quatre constituencies, si vous voulez. Donc je voudrais, pour illustrer ça, vous donner 3 exemples de désalignement. Le premier désalignement, c'est la cupidité. Quand une entreprise est là seulement pour gagner de l'argent, et que ça se sent, elle est incapable de faire alliance avec la multitude, parce que la multitude n'accepte pas d'être considérée comme des moutons qu'on vient tondre pour gagner plus d'argent et enrichir des actionnaires. Donc ici, vous avez au milieu, vous le reconnaissez peut-être, c'est Mitt Romney. Dans les années 80, quand il posait fièrement, vous voyez, c'était une autre époque, avec ses associés de Bain Capital, donc ils géraient ensemble un fonds de private equity. Et d'une certaine manière, cette image et ce monde d'où il venait, où la priorité était de créer de la valeur pour l'actionnaire, lui a coûté cher dans l'élection de 2012, parce qu'on lui a beaucoup reproché ça, d'avoir gagné beaucoup d'argent en licenciant massivement les salariés des entreprises qui rachetaient pour les rendre plus profitables.
Voilà, ça, c'est pas possible de faire ça et de faire alliance avec la multitude. C'est un premier cas de désalignement. Le deuxième cas de désalignement, c'est ce que j'appelle l'insincérité creuse, c'est-à-dire les entreprises qui s'adressent à leurs clients d'une façon qui sonne complètement faux et insincère. C'est-à-dire, alors, donc récemment, j'ai été participer à une autre conférence comparable à celle-ci, et puis on a tous notre petit sac noir. Dans le sac, il y avait un prospectus d'un sponsor de la conférence, et dans ce prospectus, j'ai trouvé cette magnifique citation. Donc vous avez peut-être commencé à lire, mais je vous lis, voilà, dans l'environnement économique actuel, les entreprises, etc., solutions innovantes et efficientes, blablabla, la volonté du groupe est de proposer des offres à forte valeur ajoutée au travers d'un accompagnement humain régionalisé de haute proximité. Cette double association de compétences lui permet de concevoir des solutions sur mesure parfaitement intégrées, etc., etc. Quand vous voyez ça, vous comprenez bien que ça a été rédigé en dépit du bon sens, que ça ne dit absolument rien, c'est complètement creux. Et surtout, ça dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est essayer de gagner le maximum d'argent en vous rendant le service le moins coûteux possible. C'est plus possible de tenir ce discours aujourd'hui à ses utilisateurs si l'objectif est de les enrôler dans la création de valeur, parce que tout le monde sent que ça sonne faux, que c'est insincère, et que c'est en fait mis au service d'une espèce d'instrumentalisation des utilisateurs pour enrichir les actionnaires suivant le mode qu'on voyait juste avant. Le troisième exemple de désalignement, ça c'est plus surprenant, mais c'est très français. C'est le culte de l'excellence technologique. Ici, on est dans un pays d'ingénieurs. Ici, vous avez la devise de notre plus grande école d'ingénieurs, qui est l'école polytechnique, qui est pour la patrie, les sciences et la gloire. Voilà. Et beaucoup de secteurs en France sont dominés par une ou plusieurs grandes entreprises, peuplées de polytechniciens, qui considèrent que leur position dominante est méritée, puisqu'ils construisent les plus beaux ponts, qui tirent les plus beaux réseaux de télécommunications, ou qu'ils acheminent l'électricité, ou qu'ils produisent de l'électricité mieux que les autres. Et donc on a ces espèces de culte de l'excellence technologique. C'est vrai qu'on a probablement les meilleurs ingénieurs du monde, mais les clients finaux, les utilisateurs, pour parler franchement, n'en ont rien à cirer. Eux, ils veulent juste le service le plus agréable, le plus performant, pour le prix le moins cher possible. Et de savoir ce qui se passe derrière, dans les coulisses, est-ce que c'est une technologie plus impressionnante, est-ce que c'est le Rafale ou le F-16, etc., ça leur est bien égal. Et donc, on a un cas de désalignement assez singulier, c'est vraiment formidable, l'excellence technologique, mais ça ne permet pas de faire alliance avec la multitude. Ça permet de faire alliance avec un petit sous-ensemble de la multitude, qui sont les geeks, les passionnés de technologie, qui sont très importants à un stade ou à un autre de développement d'une entreprise, mais qui ne font pas le succès à grande échelle dont on parlait tout à l'heure. A contrario, et c'est pour ça que et vous allez voir comment je vais venir à la portabilité des données, il y a quelques cas exemplaires d'alignement parfait entre une entreprise, ses actionnaires, ses salariés et ses clients. Le premier cas bien connu, c'est antérieur même à l'apparition de l'économie numérique, c'est Walmart. Vous voyez ici ce qui a longtemps été le slogan de Walmart, toujours moins cher, toujours. Le toujours répété une deuxième fois est fait pour insister, c'est vraiment toujours moins cher chez Walmart. Et c'était vrai, c'est toujours vrai. C'est-à-dire, Walmart, on a beaucoup reproché à Walmart d'avoir mis par terre tous ses concurrents. Quand un Walmart ouvrait dans une ville aux États-Unis, tous les autres supermarchés savaient qu'ils n'avaient plus que 2 ou 3 ans à tenir avant de devoir mettre la clé sous la porte, parce que Walmart était moins cher. Et que progressivement, tous les consommateurs allaient faire leurs courses chez Walmart. Seulement, Walmart, de façon complètement inattendue, une fois que tous ses concurrents étaient sortis de scène, ne remontait pas les prix. Il continuait à baisser les prix chaque année, parce que c'est la promesse de Walmart à ses clients. Et pour faire ça, et c'est ça ce qu'on appelle l'effet Walmart, qui est un effet économique et industriel massif sur l'économie américaine, c'est que Walmart obligeait ses fournisseurs à baisser leurs prix chaque année. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations très rudes entre Walmart et ses fournisseurs. Walmart disait, moi j'ai fait une promesse à mes clients, ce sera moins cher l'année prochaine. Donc vous débrouillez-vous. Je ne demande pas une marge énorme. Walmart fait une marge très très faible. Mais il fallait baisser ses prix, et c'est ça qui a provoqué une baisse de qualité considérable des produits vendus chez Walmart, et puis de plus en plus de délocalisation des États-Unis vers la Chine, parce qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus fournir Walmart si on ne délocalisait pas sa chaîne de production en Chine. Donc il y a un effet Walmart qui est assez ambigu, ambivalent même plus exactement, mais une promesse parfaitement tenue qui est c'est toujours moins cher, de sorte que les Américains peuvent aller chez Walmart les yeux fermés en étant certains de trouver là-bas les produits moins chers. Ils n'ont même pas besoin de comparer, de vérifier que c'est bien vrai ou pas. Walmart tient toujours sa promesse. Donc ça, c'est une manière de s'allier avec la multitude, lui faire une promesse qu'on honore quoi qu'il arrive.
La deuxième promesse qu'on peut faire, c'est pas celle du prix moins cher, c'est celle du dévouement total. Alors ici, vous avez Tony Hsieh, qui est le patron, le fondateur de Zappos, qui est une entreprise que vous connaissez sans doute, qui vend des chaussures en ligne aux États-Unis. Et autour de Zappos, c'est développé toute une culture du service client. L'anecdote caractéristique, c'est vous vous appelez parce que vous avez reçu une paire de chaussures mais qui n'est pas la bonne taille. On vous dit bien évidemment, renvoyez la paire de chaussures, c'est gratuit, il y a le paquet de retour, soit on vous l'envoie, soit il est déjà là. Et si vous avez besoin pour votre dîner, quand vous commandez une pizza, on le fait, puisque nous, à Post, on a votre carte bleue, donc on peut vous facturer la pizza, mais ça vous épargne de passer le coup de téléphone, etc., de trouver le livreur de pizza qui va arriver le plus vite. Et donc, voilà, c'est ça, Zappos, on se met au service du client, même si ça ne concerne pas la vente de chaussures en ligne. On noue avec lui un lien très fort, et on l'accompagne dans toute sa vie quotidienne, sous prétexte de lui vendre des chaussures, finalement. Et ce dévouement total, eh bien, ça crée une alliance des clients inconditionnels qui sont extrêmement satisfaits et qui restent fidèles à Zappos. Troisième exemple d'alignement ou d'alliance avec la multitude, ça je ne m'étendrai pas parce qu'il y en a sûrement beaucoup dans la salle. Tous les gens qui utilisent Apple sont des inconditionnels d'Apple. Quand on n'utilise pas Apple, on a du mal à les comprendre, mais ils sont vraiment inconditionnels. Pourquoi? Pas parce que c'est moins cher, c'est au contraire plus cher. Pas parce que la qualité de service est excellente, elle n'est pas déplorable, mais Apple ne fait pas spécialement des miracles en termes de qualité de service, d'après-vente, etc. Par contre, quand on utilise Apple, on a l'impression de participer à une grande aventure qui est on change le monde avec Steve. Conformément à sa promesse dès les années 70-80 et toujours aujourd'hui, même s'il est mort, on participe à cette grande aventure. Et enfin, la quatrième stratégie d'alignement, c'est l'empowerment, c'est-à-dire de dire, voilà, ici, ce n'est pas l'entreprise qui décide, ce sont les utilisateurs, et donc on vous donne tous les moyens pour nous dire ce que vous voulez, pour inventer vous-même les produits qu'on n'arrive pas à vous proposer encore, et c'est là que j'en arrive à la portabilité des données. Alors qu'est-ce que la portabilité des données? Qui sait dans la salle ce qu'est la portabilité des données? Pas beaucoup. Alors, pour faire une définition très simple, si une entreprise collecte des données sur moi, la portabilité des données consiste pour moi à avoir le droit d'accéder à ces données, ça c'est un droit, la loi le garantit en France, mais surtout d'accéder à ces données sous une forme qui va être réutilisable par une autre application. Par exemple, j'ai un compteur électrique intelligent qui collecte des données sur ma consommation énergétique. Si les données sont portables, alors je peux utiliser ces données de consommation énergétique dans une application de domotique qui va m'aider à éteindre les appareils au bon moment. Donc ça veut dire pas forcément recevoir un tableau Excel, parce qu'un tableau Excel, je peux le lire et découvrir des choses intéressantes. Mais surtout, ça veut dire recevoir un fichier XML, par exemple, ou JSON, que je vais pouvoir recharger dans une autre application, et l'application va le lire parce que ce fichier est normalisé, lisible par une machine, machine readable, c'est comme ça qu'on appelle. Et ça, c'est les données portables. C'est comme la portabilité du numéro de téléphone. Vous quittez votre opérateur, vous allez chez un autre, vous emportez votre numéro de téléphone. Les données, c'est pareil. Si des données numériques ont été collectées sur vous, y compris dans un très gros volume, avec une grande complexité, porter les données, ça veut dire pouvoir emporter ces données et les rendre accessibles, lisibles pour une autre entreprise qui va les utiliser différemment, ou pour rendre le même service, ou pour rendre un service différent. Donc là, je vais vous donner une courte série d'exemples de portabilité des données pour vous montrer que ça a l'air théorique, abstrait, mais en fait, c'est déjà en train d'être mis en œuvre de plein de façons différentes. Les premiers, ceux qui sont parmi les plus avancés en matière de portabilité des données, c'est l'administration fédérale américaine. Ici, vous avez Cass Sunstein, qui est un grand professeur de l'Université de Chicago, un très proche ami du président Obama, et qui a été pendant quelques années, pendant le premier mandat, son conseiller à la Maison-Blanche. Et Cass Sunstein, il a inventé la notion, il n'appelle pas ça portability, il appelle ça smart disclosure. C'est-à-dire, disclosure, c'est on vous révèle les données, la smart disclosure, c'est on les révèle à la bonne personne, c'est-à-dire à l'utilisateur concerné, et surtout d'une manière qui lui permet de réutiliser ces données. Donc la smart disclosure, ça a été défini dans un mémo de la Maison-Blanche, dont vous voyez un extrait ici, vous voyez, the timely release of complex information and data in standardized machine-readable formats in ways that enable consumers to make informed decisions. Donc si les données collectées sur moi sont accessibles sous une forme lisible par des machines, elles vont me permettre de faire des décisions d'achat, de mieux me connaître, de savoir qui je suis, quel est mon profil de consommation énergétique, quel est mon profil de consommation téléphonique, et connaissant ça, eh bien, des applications vont m'aider à prendre les meilleures décisions d'achat, à choisir le meilleur forfait de téléphonie mobile, par exemple, en analysant
5 à 10 ans historique de ma consommation téléphonique. Et ça, c'est la Smart Disclosure, mais c'est la notion qu'a forgée Cass Sunstein pour dire on va déjà le faire dans l'administration fédérale, parce que l'administration fédérale a beaucoup de données sur les citoyens américains, et on va le faire pour montrer l'exemple. Et donc il y a un mémo, et puis maintenant il y a une task force que vous voyez ici, qui a rendu son premier rapport d'étape, c'est tout récent, au mois de mai dernier, pour dire voilà les progrès qui ont été faits dans les différents ministères de l'administration fédérale en matière de portabilité des données des citoyens américains. Alors en toile de fond de ça, il y a donc ça, la Smart Disclosure, c'est les données détenues par l'administration fédérale, mais l'administration fédérale aimerait ne pas rester seule en fait et inciter le secteur privé à faire la même chose. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle MyData, et la MyData, donc ça c'est le CTO adjoint des États-Unis. Ancien CTO adjoint. Voilà, MyData consistait à développer la même chose que la Smart Disclosure, mais dans des secteurs via des appels à projets. En fait. Donc il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'énergie, je vous ai dit tout à l'heure ce que ça pouvait faire, hein, les données issues des compteurs électriques intelligents pour faire de la domotique, ça s'appelle le Green Button. Ça, c'est une autre manière d'appeler ça, la portabilité des données. C'est Doug Searls à Harvard qui appelle ça le Vendor Relationship Management. C'est une approche un peu consumériste, militante, de dire nous en avons assez, nous, consommateurs, d'être gérés par les entreprises à travers le Customer Relationship Management. Nous voulons nous mettre à gérer, nous, les entreprises, mieux les mettre en concurrence pour les forcer à nous rendre des meilleurs services grâce à nos données. Et donc, il appelle ça, il retourne la logique et il appelle ça le Vendor Relationship Management. Et vous voyez, with VRM, you control the use of your own data. Donc ça, c'est un chantier comparable au Royaume-Uni, mais qui passe par la loi. Le Royaume-Uni s'apprête à rendre obligatoire par la loi la portabilité des données dans plusieurs secteurs de l'économie. En France, c'est beaucoup plus modeste. On a un chantier expérimental qui est conduit par la FING en partenariat avec Cap Digital et avec une dizaine de grandes entreprises qui vont tester la portabilité des données sur certains services pour certains utilisateurs et faire un bilan d'étape après 1 an de conduite de cette expérimentation. Et puis vous avez une version en fait assez connue de la portabilité des données, qui est ce que j'appelle moi une portabilité contrôlée, qui sont les magasins d'applications. Donc l'App Store d'Apple est le plus connu, mais vous en avez beaucoup d'autres. Donc ça s'appuie, si vous connaissez, sur les API, les interfaces qui permettent à des développeurs de venir développer des applications par-dessus une plateforme logicielle. Et donc vous avez des entreprises un peu plus traditionnelles qui commencent à développer des App Store. AT&T ici qui a ouvert sa plateforme pour développeurs, Philips qui rend programmables ses ampoules intelligentes et qui permet à des développeurs de développer des applications de programmation de l'éclairage chez vous ou à votre bureau. Ford qui a une plateforme logicielle qui s'appelle Uplink qu'ils ont mis en open source. Voilà. Et puis si on se tourne vers la France, c'est évidemment plus modeste ou moins glorieux. Quand je me suis intéressé aux API d'Orange, j'ai découvert qu'il y avait un site des API d'Orange, mais qui annonçait, donc c'était il y a 2 mois, les API d'Orange, vous voyez, vont fermer le 12 septembre 2013 parce qu'apparemment elles existent depuis quelques années, mais personne n'est venu les utiliser. Aucune application, ou presque, n'a été développée sur les API d'Orange. Donc c'est un échec industriel. Et donc probablement, ils préparent autre chose pour après. Mais vous voyez que c'est difficile et que tout le monde n'arrive pas à attirer des développeurs, enfin à faire levier de la portabilité des données de ses clients. Renault a une plateforme comparable à celle de Ford qui s'appelle Airlink, que vous voyez là. Et puis vous avez 2 banques françaises, le Crédit Agricole qui a un CA Store, qui est une version donc, de portabilité contrôlée. Des développeurs utilisent vos données bancaires pour vous rendre des services que le Crédit Agricole n'a pas pu imaginer tout seul. Et la même chose est faite par AXA Bank, qui est la branche bancaire du grand assureur AXA. Voilà, donc ça c'est l'économie des API. Je voudrais juste insister pour conclure sur le fait que la portabilité des données pourrait bientôt devenir une norme européenne. Il y a un projet de règlement européen actuellement en discussion à Bruxelles, dont l'article 18, vous voyez, prévoit l'obligation pour toute entreprise de remettre à disposition dans un format électronique structuré les données collectées sur une personne. Mais c'est encore à l'état de projet. Et puis vous avez aussi en toile de fond des négociations commerciales bilatérales entre l'Europe et les États-Unis qui comportent un volet de libre circulation des données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. Et la portabilité, c'est une manière de faire circuler les données, mais sous le contrôle des utilisateurs. Et enfin, je voudrais insister, donc vous avez vu que tout part de l'administration fédérale aux États-Unis et de l'exemple montré par l'administration fédérale. Pourquoi ça? Parce que
l'administration a beaucoup de choses à faire avec le numérique. C'est la notion de government as a platform qui a été forgée par Tim O'Reilly. Et en France, c'est porté modestement, mais non sans ardeur, par mon co-auteur Henri Verdier, qui est le responsable d'Etalab, service du Premier ministre, chargé de l'ouverture des données publiques, donc l'ouverture de sets de données agrégées qui sont accessibles à tous, mais peut-être un jour aussi de la smart disclosure ou de la portabilité de nos données personnelles détenues par l'administration sur notre compte, par l'administration fiscale, par, par la caisse d'allocation familiale et peut-être un jour aussi par la caisse nationale d'assurance maladie pour tout le développement des applications de e-santé. Voilà, je pense que je m'arrête là.